Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Ask Reddit. Quelle est la chose la plus effrayante, étrange qui vous est arrivée ou à un ami ou un membre de votre famille et qui vous effraie encore aujourd'hui? J'ai vécu à Hollywood Hills et cela s'est passé au début des années 80. Une dingue frappe à ma porte à 21h. Je vais répondre à la porte et il y a une dame hystérique qui dit « Il y a tellement de sang ». Elle a l'air normale et porte des vêtements propres, alors on la laisse entrer. Elle raconte qu'elle a vu quelqu'un se faire poignarder. J'appelle la police, et 2 agents en uniforme arrivent 10 minutes plus tard. Ils emmènent la dame et nous disent qu'elle a été portée disparue, qu'elle a un problème mental et qu'elle vit dans la rue. Tout va bien. 30 minutes plus tard, on frappe à nouveau à la porte. 2 flics différents cette fois, répondant à l'appel. Ils n'ont aucune idée de qui étaient les 2 autres flics. Ils prennent nos informations et nos déclarations, la description des officiers et de la dame aussi. Les conversations radio se succèdent et ils n'ont vraiment aucune idée de la façon dont les autres flics ont pu la prendre, car ils ont reçu l'appel il y a 40 minutes. C'était peut-être un chevauchement de juridiction. Quand j'étais enfant, mes parents possédaient une maison où 3 juridictions se chevauchaient. On pouvait donc appeler le 911, c'était un mauvais quartier, donc ça arrivait assez souvent et les 3 juridictions se présentaient pour l'appel ou aucune, parce qu'elles pensaient toutes que les autres s'en occuperaient. C'est une explication tout à fait rationnelle. Je l'aime bien. J'ai passé la nuit chez des amis quand j'étais au collège. Comme d'habitude, nous restions debout jusqu'à pas d'heure, ce qui n'avait pas d'importance la plupart du temps, sauf que la salle de bain était juste à côté de la chambre de ses parents. Le seul moment où nous avions des ennuis, c'était quand quelqu'un les réveillait quand nous allions aux toilettes. Pour éviter cela, nous sortions par la porte du sous-sol et nous faisions pipi dans les bois. La porte restait ouverte la plupart du temps parce que nous nous sommes enfermés dehors plus d'une fois. De plus, nous nous promenions tout dehors et trouvions régulièrement quelque chose à faire dans les bois. Cette nuit-là, son frère aîné était à la maison et avait pour habitude de vouloir nous faire peur par la porte du sous-sol. Nous avons donc décidé de verrouiller la porte juste pour le dissuader. Non pas que cela l'aurait vraiment empêché d'entrer, mais au moins il aurait dû utiliser la clé et cela aurait rendu l'entrée par effraction moins amusante. Vers minuit, nous avons entendu la poignée bouger et nous n'y avons pas beaucoup pensé, pensant que c'était son frère. Après environ 5 minutes de caresses sur la poignée, nous avons finalement frappé à la porte et lui avons crié d'arrêter. Silence. Aucune réponse, plus de cliquetis de la poignée. Super, on peut passer à autre chose, non? Eh bien, environ 10 minutes plus tard, ça a recommencé et le processus s'est répété. Cela a duré environ 2 heures, jusqu'à ce que finalement, après lui avoir dit d'arrêter, nous lui avons juste dit d'aller se faire voir et nous l'avons ignoré. Il a continué pendant environ 30 minutes après notre dernière tentative pour qu'il s'arrête, puis il a simplement abandonné. Si vous avez déjà fait une soirée pyjama comme ça, il y a des gens éparpillés partout où il y a de la place et dès que la première personne commence à se réveiller et à bouger, ça remue un peu le nid. Nous avons tous commencé à nous étirer et à faire notre chemin pour nous soulager de tout le soda que nous avions bu la veille. En sortant, j'ai saisi la poignée de la porte pour la fermer derrière moi et j'ai remarqué qu'elle était bizarre et cassée. Après l'avoir regardée, j'ai vu que l'espace autour du trou de la serrure était pratiquement détruit. Il y avait des rayures géantes sur chaque surface et les guides métalliques étaient pliés et inclinés. J'ai demandé à mon ami qui vivait là ce qui s'était passé et il m'a dit que c'était la première fois qu'il le remarquait. Ne voulant pas vraiment être blâmé pour quelque chose que son frère avait fait, nous sommes montés et avons raconté à ses parents ce qui s'était passé la veille. Après que son père soit descendu pour voir de quoi nous parlions, il est devenu complètement blanc et a couru à l'étage pour appeler les flics. De toute évidence, quelqu'un avait essayé de forcer la serrure alors que nous étions tous à l'intérieur. Cela m'est arrivé plus d'une fois à différentes occasions, ce qui me fait complètement flipper cette fois-ci, c'est que cette personne savait que nous étions à l'intérieur et que nous savions que quelqu'un essayait d'entrer. Malgré cela, il a essayé à plusieurs reprises de forcer la porte pour entrer. Dieu sait quel genre de personne c'était. C'est effrayant. Et si l'un de vous avait ouvert la porte en pensant que c'était son frère? Il y a quelques années, j'ai dû m'occuper de ma cousine handicapée mentale.
Elle se débrouillait très bien, mais à cause d'une grave arthrite aux genoux et aux chevilles, il fallait la surveiller, l'aider à prendre son bain, des trucs comme ça. Le matin, j'allais dans sa chambre, je l'aidais à se déplacer pour qu'elle puisse faire pipi et je lui préparais son petit déjeuner. Un matin, j'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain quand je suis allé la voir. J'ai dû passer devant sa chambre en allant à la salle de bain. Quand je l'ai fait, j'ai vu qu'elle était dans son rocking chair dans le coin, sa couverture sur la tête, et qu'elle se balançait d'avant en arrière. Ne laisse pas l'eau couler, tu vas inonder l'endroit. Je suis allé dans la salle de bain pour fermer le robinet, et ma cousine était là, se lavant le visage. J'ai immédiatement couru vers la chambre, mais c'était juste sa couverture qui s'était retrouvée dans le rocking chair. Ma cousine voulait savoir pourquoi j'avais défait son lit. Je ne suis pas resté longtemps après cela. Mon petit ami travaille de nuit, et je dormais seul dans la maison. Je me suis réveillé au milieu de la nuit par mon chiot pleurnichant dans le salon, et je suppose que c'est parce qu'il veut sortir. Je suis sur le point d'ouvrir la porte arrière, quand j'entends ce son bizarre de grattage, cliquetis à la porte d'entrée, comme si quelqu'un collait quelque chose dans la serrure. Je vais vérifier, et je peux voir la silhouette de quelqu'un debout à travers la fenêtre de la porte. Je remarque alors qu'il y a une deuxième figure dans la fenêtre du salon, bien qu'il fasse trop sombre pour en distinguer les caractéristiques. Je sais qu'ils peuvent me voir parce que je n'avais pas de store à ce stade, et ils sont juste restés là. J'ai totalement paniqué et appelé les flics, puis mon père. Je me suis blotti dans la cuisine hors de la vue de toutes les fenêtres et j'ai attendu que quelqu'un vienne. Cela me rappelle le berger allemand de ma cousine qui refusait de laisser entrer l'homme pour relever le compteur dans sa maison. Il s'est avéré que la compagnie d'électricité n'avait envoyé personne. J'ai une histoire qui ne m'est pas arrivée à moi, mais plutôt au père de mon ami. Ce type n'est pas du genre à raconter des conneries, alors je le crois à 100%. Le père de mon ami, nous l'appellerons Jack, et son frère, nous l'appellerons Tom, vivaient ensemble dans les années 80. Il n'y avait que ces deux-là qui vivaient dans la maison, personne d'autre. Donc, cette nuit-là, Jack rentre chez lui le soir et entre dans son salon pour voir une bande de personnes âgées assises qui discutent. Lorsqu'il entre, ils se taisent tous et le regardent d'un air gêné lorsqu'il passe devant eux. Il ne voit Tom nulle part, alors il suppose simplement que Tom va revenir pour s'occuper de ses invités. Jack a du travail le lendemain matin, il va donc dans sa chambre pour dormir, mais il est tenu éveillé par toutes les personnes qui parlent. Il sort de sa chambre et est aussitôt rejoint par Tom qui sort de sa chambre pour dire à Jack de faire taire ses amis. Cependant, Jack sort de sa chambre pour dire à Tom de faire taire ses amis. Ils sortent du couloir pour entrer dans le salon, mais ils constatent que celui-ci est vide et que les restes sentent le musc. Oh mon Dieu, ton histoire m'a fait flipper. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vis dans un quartier tout à fait normal. Une fois, il y avait une maison à vendre, il y a quelques années, qui se trouve à environ 100 mètres de chez moi. Elle a été à vendre pendant un certain temps, quelques mois, et elle était complètement vide. Il n'y avait pas de rideau ni rien pour que vous puissiez voir à l'intérieur que la maison est littéralement complètement vide, pas de meubles, juste des murs blancs, des pièces vides. C'est là que ça devient effrayant. Je passais devant cette maison tous les soirs vers 22h quand je rentrais chez moi pour avoir traîné avec des amis ou autres, et je regardais toujours par les fenêtres pour voir si quelqu'un avait emménagé, mais c'était toujours vide et sombre. Une nuit, cependant, il y a eu cette nuit où je suis passé devant la maison et où il y avait de la lumière, des meubles, on ne voyait pas grand-chose mais il y avait probablement des tables, une télévision, un réfrigérateur, etc. Je n'ai pas du tout trouvé ça flippant, je me suis juste dit qu'ils avaient dû finalement vendre la maison et que je ne l'avais pas remarqué depuis quelques jours, ils ont emménagé très vite. Mais, le lendemain, je suis repassé devant la maison quand il faisait jour et elle était complètement vide, encore une fois, pas de meubles, pas de table, juste des murs blancs et des pièces vides, et le panneau « à vendre » était toujours là. Je n'y pensais toujours pas beaucoup, pour être honnête, je ne m'en souciais même pas, j'étais vraiment bizarre pendant un moment, mais j'ai oublié en quelques heures. Maintenant, je suis en train de lire ton histoire sur l'ami de ton père et j'ai des frissons et des craintes à cause de ce petit détail, des vieilles personnes qui discutent. Je suis en retard, mais peu importe. Il y a environ 2 ans, j'étais dans ma chambre en train de lire un livre quand j'ai entendu un bruit. D'où comme jamais, 2 petites filles qui riaient. Pas n'importe quel ricanement. C'était le genre de rire que l'on entendait dans les films d'horreur. J'ai immédiatement posé mon livre et je l'ai écouté.
Après avoir retenu mon souffle pendant environ 1 minute, j'ai décidé qu'il devait venir de l'extérieur. Puis, cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à m'endormir, je l'ai entendu à nouveau. 2 petites filles qui rigolaient. Il était 2 heures du matin et j'étais presque sûr qu'il n'y avait pas 2 petites filles à ma fenêtre à cette heure de la nuit, alors j'ai commencé à paniquer. Je me suis assise dans mon lit et j'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité en écoutant. Puis je l'entends à nouveau. J'ai sauté de mon lit et je suis allé passer le reste de la nuit dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, j'étais convaincu que ma chambre était hantée. Pendant la semaine suivante, j'ai évité ma chambre et j'ai passé mes nuits dans la chambre d'amis sans que ma famille ne le sache. J'avais peur de le dire à quelqu'un, de peur de devenir folle ou qu'on ne me croie pas. Mais chaque fois que je passais plus d'1 heure dans ma chambre, j'entendais ces 2 petites filles rire. À la fin de la semaine, j'étais dans un sale état. Je pouvais à peine dormir et j'étais terrifié par ma chambre. Puis un matin, mon frère s'approche de moi et me dit « Tu es sourd ou quoi ?» J'étais manifestement confuse et, après un nouvel interrogatoire, il me parle de ce petit appareil qu'il avait placé dans ma chambre. Apparemment, il s'agit d'une sorte d'appareil de farce qui est facilement dissimulé et qui peut émettre une variété de bruits différents. Mon frère a cependant choisi le son effrayant de rire de petite fille. Il se demandait pourquoi je ne l'avais pas entendu ou dit quelque chose de toute la semaine et je voulais juste le frapper au visage. Donc ma chambre n'était pas hantée après tout. La morale de l'histoire, c'est que parfois ton frère n'est qu'un connard. J'ai livré des journaux dans une région assez rurale l'été suivant la fin de mes études. Un soir, il pleut des cordes et je roule sur ce chemin de terre qui est une impasse pour la maison d'un fermier. J'ai emprunté cette route plusieurs dizaines de fois et je connais la routine, déposer le journal dans la boîte à la fin du trajet, faire demi-tour, remonter la route et repartir à mon prochain arrêt. Cette fois-ci, alors que je descends de ma voiture pour placer le journal dans le support, je vois cet homme dans le fossé, portant une chemise blanche trempée, qui me fonce dessus aussi vite qu'il le peut. Il s'est approché de moi à moins de 5 mètres. Je pouvais voir ce que mon esprit imaginait comme une hachette ou une hache. Je n'avais jamais couru aussi fort de ma vie. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai sauté dedans et je suis parti. Tout s'est passé si vite que je n'ai presque pas réalisé où j'étais. J'ai essayé d'appeler le 911 environ 5 à 10 km plus tard. Pas de signal avec mon portable en plein milieu de nulle part en l'an 2000. J'ai dû m'arrêter chez un agriculteur pour appeler la police à 2 heures du matin. Il s'avère que le type s'est suicidé dans l'heure qui a suivi sa course avec moi dans ce fossé boisé. Edith, cela faisait longtemps que je n'avais pas pensé à cette nuit-là. J'ai encore eu les nerfs à vif en y pensant. Ma tante était assise à une table lors d'un mariage en 1988 et l'homme à côté d'elle ne cessait de lui toucher la jambe. Il s'appelait Paul Bernardo et quelques années plus tard, il a été arrêté. C'est un tueur en série et un violeur bien connu à Toronto, au Canada. Quand j'avais 6 ans, il y a 28 ans, ma mère et mon père nous ont emmenés, ma petite sœur et moi, à un match de baseball, laissant ma grand-mère garder ma plus jeune sœur. À notre retour, ma grand-mère a raconté à mes parents que 2 types étaient passés à la maison avec du matériel photographique et leur ont demandé si une jeune fille aux cheveux roux bouclés y vivait et qu'ils l'avaient repérée et qu'elle serait un excellent modèle pour les enfants pour certains travaux publicitaires qu'ils faisaient. Quand ma grand-mère a dit qu'elle n'était pas à la maison, ils ont dit qu'ils reviendraient une autre fois. Ma grand-mère et ma mère n'y ont pas beaucoup pensé, mais mon père a dit « Quelque chose ne va pas ici » et a appelé la police. Un quart d'heure plus tard, plusieurs agents du FBI sont arrivés et ont commencé à interroger ma grand-mère et mes parents pendant que je courais partout et que je montrais aux agents mon hélicoptère de police. Il s'est avéré que nous avions été la cible d'un réseau de vol d'enfants, les photographes prenaient un tas de photos et attendaient que le bambin fasse une crise de colère et les photographes demandaient alors à la mère d'aller chercher un jouet pour divertir l'enfant. Pendant que la mère était hors de la pièce, ils prenaient l'enfant et s'en allaient, laissant tout le reste derrière eux. Le FBI a dit à mes parents que ma sœur avait déjà été vendue et qu'elle aurait quitté le pays dans les 24 heures s'ils l'avaient eue. On nous a conseillé de changer d'école maternelle et d'autres aspects de notre routine quotidienne. Cela me donne encore des frissons de penser à ce qui aurait pu lui arriver. Inutile de dire que maman est devenue assez surprotectrice, il a fallu quelques années avant qu'elle nous fasse confiance pour trouver une babysitter. Cela me rappelle une histoire. Cela s'est passé tout récemment.
Un type a fait une annonce sur Craigslist en disant qu'il était un découvreur de talent et qu'il dirigeait une agence. Il a suscité l'intérêt d'un père, d'un grand-père et de sa petite-fille. La spécialité de ce type était de faire des castings pour des familles, de préférence des enfants, sous prétexte qu'il cherchait à produire un film et qu'il avait besoin d'acteurs. Il n'y a pas si longtemps, le grand-père et sa petite-fille sont allés rencontrer ce type à la maison. Ils sont en fait passés 2 heures plus tôt pour vérifier la maison avant de s'y rendre. Il y avait un panneau « à vendre » à l'extérieur de la maison et elle semblait vide. La famille est passée plus tard, à l'heure convenue de la rencontre du matin, et a été accueillie à la porte par un homme en costume. Il a tenté à plusieurs reprises de convaincre la petite fille de rentrer. Le grand-père a eu un mauvais pressentiment et est parti. Il s'avère que, dans une affaire sans rapport, la police a arrêté ce type pour pornographie infantile. Il avait 10 chefs d'accusation de pornographie infantile, et sa maison a été perquisitionnée. Le grand-père, à peu près au même moment, a signalé cet incident à la police. Quand la police a trouvé ce type, il avait un sac avec lui. Il y avait un couteau, des attaches, des jouets sexuels, et il avait même des bâches en plastique. Il allait à peu près tuer le grand-père, puis violer et assassiner l'enfant. Son plan était de filmer tout ça. La caméra était installée et prête à filmer. Heureusement, le père et le grand-père ont eu l'intuition que quelque chose n'allait pas et ont rapporté l'incident. Il se trouve que ce type était un enfant que j'ai connu pendant environ 15 ans. Il a même été le colocataire de mon frère pendant un certain temps. Il a toujours été très effrayant et je n'ai jamais pu savoir pourquoi exactement. J'ai senti mon estomac tomber en lisant cette nouvelle. Ce type est entré dans ma maison, il est allé à des fêtes que j'ai organisées, ma fête d'anniversaire. J'ai eu de nombreuses conversations avec lui. Heureusement, il ne sortira pas de prison de sitôt. Wow, vous êtes arrivé jusqu'à la fin, likez et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos.